Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, écoute, ça va très bien. Hein. Comme tu le vois depuis quelques temps, le soleil est revenu en France. On peut dire peut-être un peu trop, hein, avec des chaleurs qui étaient parfois un peu étouffantes. Mais cela dit, on a quand même bien profité du soleil. On va dire qu'on va pas se plaindre. On a eu quelques orages un petit peu violents, cela dit, mais on s'en est bien sorti, en tout cas au niveau des studios. En tout cas, pour moi, personnellement, ça va très bien. En plus, j'ai repris un peu le sport. Bref, tout va pour le mieux. Écoute, moi aussi je vais très bien. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est la forêt sacrée. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la forêt sacrée, Camille ? Alors, honnêtement, non, j'ai jamais entendu parler des forêts sacrées, pour être honnête. Après, je sais qu'il y a des domaines où on parle souvent un peu de magie, de choses comme ça. Par exemple, je pense à une composition très connue, je sais plus si c'était Bach ou Vivaldi. Alors, je vais m'excuser auprès des auditeurs qui sont fans de musique classique, mais voilà, il y a la flûte enchantée. Ça, c'était un morceau, moi, qui m'a vraiment marqué. Non, alors pour ce qui est des forêts sacrées, non, je ne vois pas. J'imagine que c'est une forêt un peu sacralisée, quoi. Et est-ce que tu as une idée où peuvent se trouver les forêts sacrées ? Alors, j'imagine qu'il doit y en avoir dans certains endroits avec des superstitions et des croyances particulières. Je pense qu'en Afrique, il doit y avoir ce genre de choses. Et puis peut-être dans des endroits un peu, je dirais, considérés comme mystiques. Ça me fait penser à la Bretagne, avec notamment la forêt de Brocéliande. J'en ai entendu parler comme ça. Je ne sais pas si c'est une forêt sacrée ou quoi. Mais voilà, c'est un lieu en tout cas qui regorge de mystères, on dit. Donc voilà, moi après je peux pas trop te dire où est-ce qu'il y en a, je me suis jamais renseigné sur le sujet. Mais toi tu pourras peut-être me renseigner un petit peu plus sur le sujet, hein, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez merveilleux. Alors c'est vrai que ça fait rêver, la forêt sacrée. Cela nous renvoie à la fois sur l'origine de la forêt, sur une terre qui a énormément d'importance, une terre qui est préservée. Et puis ça renvoie également à une composante culturelle, symbolique, sacrée, qui peut même être liée au spirituel, à l'aspect même peut-être religieux. Il y a différentes forêts qui sont sacrées dans le monde, notamment il y a une forêt qui est sacrée également en Pologne, et nous allons avoir le plaisir d'interviewer une personne absolument exceptionnelle qui va nous parler de la forêt sacrée. Alors ça fera un clin d'œil à des interviews que nous avons déjà eues par le passé. Je ne sais pas si tu te souviens, nous avions interviewé la poète Catherine Weber qui nous avait fait un magnifique recueil de poésie sur les arbres. Donc il y avait ce clin d'œil-là. C'est vrai, je me souviens. Et puis nous avions également eu le plaisir d'interviewer Alain Canet. Je ne sais pas si tu te souviens d'Alain Canet. Qui également avait parlé de la protection des sols, des terres. Il se présentait comme le soigneur de la terre, de manière très poétique. Donc nous allons, dans cette lignée, également avoir le plaisir d'interviewer une personnalité qui va nous parler de la forêt sacrée. Eh bien, j'ai hâte d'écouter ça. En tout cas, pour commencer, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence un petit peu notre ronde des poèmes. On pourrait en lire, pourquoi pas, un chacun avant une petite interlude musicale. Et pour le premier poème que je vais pouvoir vous lire, c'est un de ceux qui nous a été envoyé par un de nos fidèles auditeurs, Jean-Paul Baudouin, et qui voulait donc nous partager un poème qui se nomme « La forêt magique » de Arnaud Jonquet. Viens. Marchons d'un pas vif dans la forêt profonde, humons cette fraîcheur humide du matin, suivons le clair sentier qui monte et vagabonde, parmi les fûts puissants et des odorants sapins. Le sous-bois est empli d'une brume légère, flottant, fantomatique, alentour des hauts troncs, qui filtre du soleil des flèches de lumière,
créant un féerique éventail de rayons. Ces bois semblent déserts et cependant palpitent d'une abondante vie, et l'on perçoit non loin, au sein des verts fourrés, que tout un monde habite, le poids de longs regards d'invisibles témoins. Un oiseau nous surprend par son battement d'ailes. On entend tout là-bas d'un bûcheron les coups, le murmure du vent parmi les tiges frêles, ou bien l'écho lointain du doux chant du coucou. Certains sons font penser à des voix étouffées. On s'attend presque à voir dans le bois silencieux paraître des lutins, des sylphes et des fées, ou les elfes des contes anciens et merveilleux. Saluons les grands arbres élancés et sublimes, demeures des dévas lumineux et sacrés. Entrons dans l'harmonie de cette ambiance intime, tout emplie de mystères et de profonds secrets. Ô magique forêt, ô divine nature, nous nous fondons en toi et tes bois enchanteurs, où la vie demeurée belle, innocente et pure, vient abreuver notre âme et charmer notre cœur. La forêt magique d'Arnaud Jonquet. Eh bien, merci infiniment Camille pour ce très beau poème. Alors j'imagine que toi aussi tu as quelque chose à nous partager sur cette formidable nature, ces arbres. Alors les arbres représentent vraiment cet ancrage que nous avons avec la terre, pour moi. Et donc je voudrais commencer avec un poème que j'ai écrit qui s'intitule « Le cœur des arbres ». S'il est un endroit où je voudrais me retrouver, c'est dans cet endroit illuminé, où mon cœur entend le chant des arbres. Il me parle et m'invite à prendre garde. Ne t'éloigne pas de ton chemin. Ne prends pas celui d'un autre, prends le tien. C'est la seule manière que tu as de retrouver les étoiles de l'univers. Alors continue ta marche et persévère dans ta démarche. Et lorsque tu prendras le chemin de ta destinée, sache que les étoiles s'harmoniseront pour que tu puisses y arriver. Je vous ai lu Le cœur des arbres que j'ai écrit. Eh bien, merci pour ce très beau poème que tu nous partages. Ce que je propose, c'est de faire une petite interlude musicale avec un titre bien connu. Titre plutôt classique, je dirais, avec les Indes galantes, la 4e entrée qui se nomme Forêt paisible. Je vous propose d'écouter ça et on se retrouve juste après.
Voilà, pour moi, un titre que je ne pouvais pas ne pas vous diffuser aujourd'hui, vu le thème de l'émission, avec donc les Indes galantes, la forêt paisible, avec notamment pour interprète Sabine Devieille, Améry Lefebvre et le Jeune Chœur de Paris. Voilà, donc c'était un beau morceau en tout cas que je voulais partager avec vous. Et vu qu'on parlait de cette forêt paisible, ça me fait penser à aussi, je dirais, une saison qui peut faire le côté paisible avant l'arrivée de l'hiver. Et je crois que tu as quelque chose pour nous à ce sujet justement, Laura. Alors pour cette émission, j'ai été très inspirée pour vous choisir le poème L'automne d'Alphonse de Lamartine, issu de son recueil Méditations poétiques. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, j'aime à revoir encore pour la dernière fois ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine, à mes pieds, l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire, des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure. Au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel, au fond de cette coupe où je buvais la vie. Peut-être restait-il une goutte de miel? Peut-être l'avenir me gardait-il encore, un retour de bonheur dont l'espoir est perdu? Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe, en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs, et mon âme au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. C'est vraiment un magnifique poème. C'est vrai que c'est un très beau poème. Il y a souvent le lien entre l'arbre, la forêt, les saisons, la nature de manière plus générale, l'amour, la spiritualité. Tout cela est lié. La création de manière plus générale. Oui, c'est vrai. Et en parlant de création, moi j'ai une magnifique création, un magnifique poème qui a été écrit par Victor Hugo, qui se nomme Aux arbres, et que je trouve vraiment joli, que j'ai envie aussi de partager avec vous. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau m'occupant tout un jour, la contemplation m'emplit le cœur d'amour. Vous m'avez vu 100 fois dans la vallée obscure, avec ces mots que dit l'esprit à la nature, questionner tout bas vos bas rameaux palpitants, et du même regard poursuivre en même temps. Pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde, attentif à vos bruits qui parlent tous un peu. Arbre, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu. Feuilles qui tressaillaient à la pointe des branches, ni dans le vent au loin sèment les plumes blanches. Clairière, vallon vert, désert sombre et doux, vous savez que je suis calme et pur comme vous. Comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, et je suis plein d'oubli, comme vous de silence. La haine sur mon nom répand en vain son fiel. Toujours je vous atteste au bois aimé du ciel. J'ai chassé loin de moi toute pensée amère,
et mon cœur est encore tel que le fit ma mère. C'était la première partie du poème de Victor Hugo Aux arbres et je vous proposerai donc d'écouter la deuxième partie de ce poème un petit peu plus tard, mais je vais te laisser la parole Laura, parce que je suis sûr que tu as encore un autre poème pour nous. Dans cette danse poétique, ce chemin poétique, je voudrais également continuer avec un autre poème. Je voudrais vous lire un poème de François-René de Chateaubriand qui s'intitule La forêt. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur, je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons, une douce tristesse. Cette honte que j'entends murmure avec mollesse, et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Oh, que ne puis-je heureux passer ma vie entière, ici loin des humains, au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, qu'ignoré je sommeille à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît, sous ces voûtes tranquilles, ces genêts ornements d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balance tour à tour, leur guirlande mobile. Forêt, dans vos abris gardez mes vœux offerts, à quel amant jamais serez-vous aussi cher? D'autres vous rediront des amours étrangères. Moi de vos charmes seul, j'entretiens les déserts. Je vous ai lu La forêt de François-René de Chateaubriand. Très beau poème. Oui, c'est vrai que c'est beau. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Et bien, puisque l'on est parti dans cette ronde, je vous propose de lire la suite du poème de Victor Hugo, Aux arbres. Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours, je vous aime, et vous, lierre au seuil des antres-sourds, ravin où l'on entend filtrer les sources vives, buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives. Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Aussi, taillis sacré où Dieu même apparaît, arbre religieux, chêne, mousse, forêt, forêt, c'est dans votre ombre et dans votre mystère. C'est sous votre branchage, auguste et solitaire, que je veux abriter mon sépulcre ignoré, et que je veux dormir quand je m'endormirai. Victor Hugo. C'est un texte tiré des Contemplations, un ouvrage écrit en 1856. Ah oui, c'est vrai que ça nous fait réfléchir à notre connexion à la terre, à travers la forêt, à notre connexion à l'arbre aussi, avec tout ce que ça représente. Et d'ailleurs, nous avons en cours à l'Atelier des Rêves une exposition actuellement jusqu'au 18 juillet qui s'intitule « L'arbre et l'enfant » pour présenter le lien très intime que nous avons à travers justement l'enfant, donc ce lien très intime que nous avons en tant qu'être humain à l'arbre et plus largement à la forêt. Et oui, j'ai eu le plaisir de peindre des tableaux sur ce thème qui m'ont énormément transportée, puisque c'est un thème que j'aime énormément. Et pour continuer, pour rester dans le thème, parce qu'on parle de la forêt, j'ai un titre qui se nomme Meditation Forest, qui est fait à base de flûte et que je trouve très joli. Je vous invite à l'écouter. On va se plonger dans ce petit moment, j'ai envie de dire méditatif, avec aussi les bruits de la nature qui l'environnent.
Vous êtes bien toujours dans votre émission Mon Poème et là on vient d'écouter ce petit morceau Meditation Forest. Pour la suite, eh bien, je vais laisser encore un peu la parole à Laura. Aussi, j'ai eu le plaisir de coupler le thème de l'arbre avec la liberté. Ce poème, je l'ai intitulé « L'arbre enraciné ». La liberté est comme un arbre enraciné. Ses racines plongent dans la terre. Ce sont les fondations construites par nos pères. Son tronc se souvient de toutes ses tristesses. Et il transmet toute sa sagesse. Si tu viens mettre ton oreille près de son cœur, il pourra te raconter ce qui nous a rendus vainqueurs. Il te dira l'importance de préserver les valeurs que nos aïeux ont protégées. La liberté est comme un arbre enraciné. Il est un sanctuaire de la mémoire qui nous permet de continuer à croire. Je vous ai lu L'arbre enraciné que j'ai eu le plaisir d'écrire et d'interpréter. Pour ma part, j'ai aussi eu le plaisir d'écouter et je vois que tu as vraiment voulu transmettre toutes les facettes de cet arbre. Tu as voulu nous transmettre beaucoup de choses. Alors j'ai vraiment associé l'arbre en tant que créature de la terre, ces géants qui étendent leurs bras au-dessus de nos têtes et qui sont remplis de sagesse. Et je voudrais justement illustrer cette notion de sagesse et cette inspiration avec le poème que j'ai écrit qui s'intitule Terre-Mère. Je vais contempler les arbres, leur beauté, de leur sagesse m'inspirer. Je vais suspendre sur chaque branche l'espoir d'un rêve, une chance. Le chant de leurs feuilles me rappelle que c'est la terre qui nous accueille dans cette expérience humaine où de notre âme, nous sommes le capitaine. Vous avez écouté Terre-Mère, poème que j'ai écrit et que j'ai enregistré et composé. Moi, j'avoue que j'apprécie justement ces poèmes qui sont aussi un peu mis en musique, interprétés d'une façon un petit peu différente. Et il y avait un poème justement que tu avais fait, que j'aimerais partager aussi avec nos auditeurs, parce que c'est aussi un poème avec cette ambiance musicale. C'est Le chant de la terre, si tu veux bien. Pour celui qui sait regarder et écouter. La terre chante. Elle nous montre à quel point elle est accueillante. Elle nous rappelle la place qui nous est réservée et l'importance que nous avons sur notre chemin d'éternité. Lorsqu'avec elle je suis en communion, toutes mes inquiétudes s'envolent comme des papillons. Elle est cette maison que j'aime plus que de raison. Vous avez écouté Le chant de la terre que j'ai écrit, interprété et composé. Je voudrais vous interpréter un poème que j'ai écrit et qui s'intitule Le grand sage. Il a les pieds plantés dans la terre. Il est en permanence connecté à notre mère. Ses orteils sont bien enracinés. Ils sont là depuis une éternité. Il regarde le ciel et les étoiles l'émerveillent. Je vous ai lu le grand sage que j'ai écrit. Et je terminerai cette danse poétique avec mes poèmes, avec le poème L'arbre. Toi qui regardes la terre de ta hauteur, tu nous apportes tant de bonheur. Tu touches le ciel et grandis vers les étoiles. Parfois nous te voyons derrière de doux voiles. Tes racines portent toute l'histoire de la vie. À toi l'arbre, je te dis merci. Je vous ai lu L'arbre que j'ai eu le plaisir d'écrire. Et pour terminer cette danse poétique avant l'interview, donc qui est prévue dans très peu de temps, je propose, je suis retombé dessus, d'écouter un ancien poème que j'avais écrit et que j'avais monté
à l'occasion du printemps. Alors on n'est peut-être plus au printemps, mais c'est vrai qu'on parle de nature, cette nature qui vit aussi, et donc je trouvais ce poème adapté, en plus sur la musique de Vivaldi, une musique des 4 saisons. Je vous invite à la redécouvrir et on se retrouve juste après. Ça y est, ça commence. Le printemps entre dans la danse. Alors que les parterres fleurissent, n'est-ce pas là un majestueux chêne que je vois reverdir ? C'est bien le printemps, et les arbres se parent de leurs plus beaux vêtements. Qu'entends-je ? Serait-ce un chant ? C'est le vent jusqu'aux cimes ? Un fier gazouillement qui me parcourt l'échine ? J'en tremble et je comprends que c'est le ciel qui s'anime. Que vois-je ? Serait-ce un papillon, ondulant ses ailes au gré du vent ? Il se pose à mon balcon. J'ai l'impression, l'espace d'un instant, de pouvoir arrêter le temps. C'est si bon de profiter pleinement de l'instant présent. Que songe ? Un parfum, une douce odeur, que j'inhale quand me penchant, mon nez se pose sur cette fleur. Quelle délicate attention que de faire naître de ce bourgeon, de ce bouton, un parfum dont lui seul est le maître. Et quand vient le soir, alors que disparaissent ses plus beaux rayons, je peux entrevoir sa splendeur, tout du moins un échantillon. Si tu m'entends, prends courage, même si le temps est à l'orage, car de lui vient l'espoir, car de lui vient la vie. Ah oui, c'est vraiment très beau. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette interview unique Bernard Boisson. Bonjour Bernard Boisson, bienvenue dans le cadre de notre émission Mon Poème, qui est sur le thème de la forêt sacrée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs ? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis donc Bernard Boisson. J'ai commencé ma vie comme photographe de nature, mais au bout d'un certain temps, je m'étais rendu compte que je ne suis pas un photographe naturaliste, parce que je ne photographie pas vraiment les espèces. Je me suis mis plutôt à photographier les cycles. C'est pour ça que, par boutade, je me suis déclaré comme photographe cycliste ne pratiquant pas le vélo. Alors, les cycles dans la nature, les lieux les plus emblématiques qui révèlent ça, ce sont les forêts quasi primaires. Aujourd'hui, on dit plutôt en libre évolution en Europe, parce que stricto sensu, il y en a plus, sur notre continent du moins. Et par contre, on a des forêts qui sont très proches du faciès de forêts primitives, en particulier dans les pays de l'Est. Donc je me suis intéressé à ces forêts, à leurs ambiances surtout, d'abord, et en me rendant compte
que ces ambiances-là réveillent des sentiments en nous qu'on vit ni en ville, ni dans les campagnes et même pas dans les exploitations forestières. Donc là, c'est ouvert toute une démarche que j'ai d'abord vécue en sensibilité, d'abord en perception photographique, et ensuite que je suis venu à exprimer par l'écrit, donc je suis devenu écrivain. Et l'approche écrite m'a entraîné à être essayiste, à être poète, donc à prendre plusieurs casquettes dans l'écriture, et aussi une approche psychologique. Et c'est pour ça qu'à arrivé à un certain moment, je me suis intéressé à l'éco-psychologie nord-américaine, qui est tout un champ interdisciplinaire appréhendant les rapports humain-nature dans l'éveil sensible. Et également, je me suis ouvert à la réalisation audiovisuelle, mais là aussi en faisant un parcours assez atypique. J'avais commencé par le diaporama argentique. Il y a longtemps, on faisait de la projection diapo avec plusieurs projecteurs, en faisant du fondu enchaîné en relation musique-image. Et ça m'a initié à un mode d'écriture audiovisuelle qui n'est pas du tout le documentaire et qui est une approche audiovisuelle bien plus poétique. Et voilà, j'ai continué dans cette direction-là. Aujourd'hui, je suis également président d'une association qui s'appelle Forêt Citoyenne. Et dans mes activités diverses, j'accompagne plusieurs associations. Je pense à Forêt Sauvage, Forêt Préservée, Vita Silvae Conservation, le WWF. Toutes ces associations-là étant impliquées dans l'acquisition foncière de forêts pour les rendre aux écosystèmes ou du moins à leur protection. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux forêts et à écrire des ouvrages sur ces géants qui étendent leurs branches au-dessus de nos têtes? D'abord, il faut savoir que j'ai commencé la photographie à l'adolescence, mais qu'à cette époque-là, on peut dire que j'étais uniquement un photographe végétarien, puisque je ne photographiais que le végétal et en plus que dans les jardins, donc dans une nature très transformée par l'homme. Mais j'ai eu un point de bascule en 1990. Un ami m'a fait découvrir en Corse, dans la Castanitz, une très très vieille châtaigneraie avec des arbres multicentenaires, certains complètement creux, d'autres effondrés au sol, ce qu'on appelle des chablis, et des arbres aussi frappés par la foudre. Et j'ai eu le privilège de dormir à la belle étoile dans ce genre de forêt. Donc, en expérience d'immersion, ça a été très très fort de vivre la nuit dans ce genre de forêt. Ça vous décuple complètement les sens. Donc ça m'a vivement interpellé. Je n'ai eu qu'une envie, c'est de revenir à cet endroit-là. Et le hasard a fait que finalement, je n'y suis pas vraiment revenu. Par contre, par la suite, le hasard m'a bien guidé puisque j'ai découvert des propriétés abandonnées ici et là, ou les réserves naturelles, certaines étaient exploitées, peut-être les parcs nationaux encore plus. On ne voyait pas vraiment de forêt sauvage, même dans les milieux qui étaient sous protection. Je dirais que vraiment dans la décennie 90, on était au balbutiement. Les scientifiques naturalistes, il y en avait très peu. La conscience qu'ils portaient des forêts naturelles, elle restait très confidentielle. Mais pour moi, ça a été un privilège immense, parce que ça m'a permis de ne pas être conditionné par une façon de voir la nature. J'ai pu donc découvrir la nature sans aucune influence, sans l'influence des scientifiques naturalistes, sans l'influence culturelle qui nous revient de peuples autochtones. C'est vraiment l'expérience directe. Et pour moi, c'est un privilège énorme d'être parti de ça sans construire ma vision à partir de référents culturels. Cela m'a amené du reste à sortir un livre en 1996 qui s'appelle La forêt primordiale. Donc ça a été un livre, je dirais de photographie poétique, mais de textes poétiques également, dans lesquels j'ai décrit toutes les formes de sentiments très, très particuliers qu'on vit dans ces forêts-là. J'avais bien noté une quinzaine de sentiments comme ça complètement typiques, et je remarque qu'aujourd'hui quand on parle de sensibilité dans la psychologie humaine,
on parle que des émotions et on oublie les sentiments. Et pourtant, les sentiments, c'est vraiment nos liens de réenracinement avec la nature. C'est pas les émotions qui nous réenracinent, c'est les sentiments. Et je dirais que les sentiments, par rapport aux émotions, c'est comme dans la vie de couple. Dans la vie de couple, c'est l'émotion qui donne le coup de starter à la vie amoureuse. C'est vraiment le déclencheur. Mais ce qui nous fidélise à une vie de couple, c'est les sentiments. Et dans la relation à la nature, c'est exactement pareil. C'est les sentiments qui nous fidélisent au lieu, et c'est le fait que ces sentiments existent en nous qui nous incite à conserver les lieux et à les protéger de toute prédation, qu'elle soit immobilière ou autre. Et ça m'apparaît capital aujourd'hui de réhabiliter ce type d'argumentaire pour conserver la nature et pas être uniquement dans les argumentaires scientifico-naturalistes. Quel est votre message dans vos écrits? Des messages, là, j'en ai pas mal. Le message le plus facile à exprimer peut-être est un message de lanceur d'alerte. Je m'alarme que l'espérance de vie de l'arbre descende de plus en plus en dessous de l'espérance de vie humaine. Ça, autant en sylviculture qu'en ville, on commence à remarquer qu'on donne de moins en moins vie à l'arbre au-delà de 60 ans. Enfin, il y a certaines espèces qui seront un peu plus privilégiées que d'autres, comme le chêne. Je dirais que l'âge de coupe, on peut situer entre 80 et 120 ans pour le chêne, mais là c'est quand même l'âge maximum pour l'être humain, mais le chêne, lui, peut vivre 600-800 ans. Dans une forêt primaire, il atteindra ces âges-là. Quand on perd le grand âge des arbres, qu'on descend à des âges de 30-45 ans pour le Douglas ou le pin sylvestre, là, je dirais que l'être humain, il s'enracine plus dans le paysage, parce que pour s'enraciner dans un paysage, il faut s'enraciner dans du temps organique plus grand que soi. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que pour moi, en écologie, il y a 3 grands sujets majeurs. Il y en a 2 dont on parle tout le temps, et un troisième qu'on élude tout le temps. Les 2 premiers, c'est le changement climatique, et il y a l'effondrement de la biodiversité, mais il y a un troisième problème majeur, à mon sens, je l'appelle le déracinement humain dans des lieux déracinés. Les lieux déracinés, c'est des lieux qui ont perdu la mémoire du temps long, le grand âge des arbres justement, qui sont désécosystémisés, qui ont perdu leur dimension de terroir, qui sont hyper fonctionnels, qui peuvent être bitumés, bétonnés, mais qui ont perdu toute poétique paysagère liée au temps long. Plus les paysages sont déracinés, plus l'être humain est mal à l'aise et plus il a besoin d'aller ailleurs pour compenser son mal-être de société. Donc c'est aussi plus de consommation d'énergie dans les transports, ou c'est faire reculer la nature dans le monde rural, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de quitter les villes, même si elles se remplissent à nouveau par derrière. Donc pour moi c'est un grand sujet. Je regrette beaucoup qu'on ne soit pas entendu à ce niveau-là sur le plan politique. Par ailleurs, je souhaiterais que soit élaboré et développé tout un corpus de connaissances dans la formation de tous les gestionnaires du territoire. J'entends les gestionnaires du territoire dans un sens très large, ça peut être des forestiers, des agriculteurs, des gens du BTP, des architectes, des urbanistes, des élus, des géo-ingénieurs. Ça peut être toutes sortes de professions, mais je vois vraiment que dans le monde professionnel qui est de plus en plus dans une mentalité technocratique, qui s'appauvrit de plus en plus dans la maturation des perceptions, dans un langage pour le formuler. Donc on devient de plus en plus des analphabètes perceptuels en quelque sorte. Et ça rend difficile la communication entre des professionnels et la société civile, où on a l'impression quasiment que les ignorants parlent aux ignorants, pour parler un petit peu crûment. C'est une chose dont je m'aperçois beaucoup, notamment en tant que président d'une association qui s'appelle Forêt Citoyenne.
Par ailleurs, ce que je souhaiterais en France, c'est un observatoire de la libre évolution du paysage. C'est-à-dire qu'on observe tous les cycles de la nature par un archivage de la photographie sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles au bout d'un certain temps. Je pense que dans 30 ans, l'espérance du cycle de vie en forêt naturelle va de plus en plus se réduire. Donc on n'aura plus l'amplitude d'ambiance que j'ai pu connaître il y a 30 ans. Et là, je voudrais vraiment que ce que j'ai fait aussi en photo soit archivé dans un observatoire de la libre évolution qui serait ce qu'est l'INA pour l'audiovisuel, qui archive tous les films. Je voudrais qu'on ait l'équivalent en photographie, mais pas uniquement pour les scientifiques naturalistes, mais pour apprendre à notre société également à se nourrir de perceptions qui sont transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on ait la perception du lieu par des ancêtres plusieurs générations avant nous. Là, je pense qu'on aurait une perception vraiment dans le temps long et ça serait puissant de prendre des décisions sur nos transformations territoriales à partir de cette perception du temps long. Pour finir, j'ai toujours rêvé d'un festival des arts poétiques pour montrer que la poésie peut exister dans d'autres arts que la littérature. Elle peut exister dans le film, elle peut exister dans la musique, elle peut exister dans la peinture. Et forcément, ouvrir la poésie dans tous les arts, ça va beaucoup aider à comprendre nos perceptions de nature. Qu'est-ce que l'éco-psychologie ? L'éco-psychologie, c'est plus qu'une discipline des sciences humaines. C'est carrément un champ interdisciplinaire. Ça a été initié en 1995 par un livre de ce nom aux États-Unis. Il y avait 26 auteurs pour le représenter. C'est vous dire la pluralité interdisciplinaire de ce champ. L'initiateur du terme éco-psychologie, c'est Theodore Roszak. C'était un professeur de l'université Stanford qui a initié ce néologisme d'ailleurs en 1992 à travers un livre qui s'appelle La Voix de la Terre. Je m'y suis intéressé juste après la sortie de mon premier livre qui est paru en 1996. Quand il est sorti, je me suis retourné sur moi-même, je me suis dit mince, je ne suis pas le premier sorti du berceau. Il y a forcément des gens qui ont dû explorer avant moi le même type de lieu, le même type de forêt. Donc j'ai fait des recherches d'antériorité dans les arts, la littérature et les sciences humaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'éco-psychologie. Je ne dis pas que j'ai découvert quelque chose qui a complètement précédé mon investigation précise de la forêt à travers les sentiments que je pouvais énumérer. Mais j'avais l'enseigne qui pouvait m'inclure dans une interdisciplinarité. Donc je n'ai eu de cesse de m'y intéresser par la suite. Alors l'éco-psychologie, je n'ai toujours pas défini ce que c'est. Ça appréhende les causes de la destruction de la nature par l'homme, les causes psychologiques, et inversement, ça appréhende aussi les impacts sur la psychologie humaine de tout milieu naturel transformé ou même de tout environnement déjà artificialisé quand on le transforme. Quel effet en retour ça sur la psychologie humaine? Et en rapport avec ça, la nature la plus primitive, eh bien c'est le diapason, c'est la référence de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd en éveil de sensibilité humaine et de ce que ça peut nous induire ou ne pas nous induire en conditionnement psychologique. Donc c'est de cette façon-là que je me suis intéressé à cette approche-là que je jouxte à une approche artistique et poétique. Et il faut savoir du reste que l'éco-psychologie a beaucoup fait référence à des artistes, des poètes, parce qu'elle a beaucoup cherché à appréhender la perception telle qu'on peut la vivre avant de l'interpréter ou avant de
l'adosser à des représentations culturelles qu'on peut s'en faire. Qu'est-ce que la forêt sacrée? La forêt sacrée, j'avoue que j'ai jamais osé prononcer ce terme, peut-être parce que je me suis jamais intéressé à la forêt de premier chef, du moins, dans sa dimension mythologique. Je suis parti de la perception et pas d'une culture. Donc je ne me suis pas intéressé à la forêt par rapport aux légendes, par rapport à différentes cosmogonies. Je m'y suis intéressé par rapport à la perception, au dépaysement vécu à travers des perceptions de lieux très très ensauvagés. Donc c'est plutôt la forêt mythique et pas la forêt mythologique qui m'a attiré. Ce qui m'a conduit vers un autre mot, c'est pour ça que j'ai un livre qui s'appelle La forêt primordiale. La forêt primordiale, finalement, c'est une forêt qui relate les perceptions premières qu'on pourrait avoir d'une forêt rendue complètement à son écosystème, rendue complètement à l'oubli des siècles, et vivre ces perceptions premières avant d'en penser quoi que ce soit. Et la forêt primordiale, pour moi, en fait, elle réveille l'humain primordial, et l'humain primordial, c'est l'humain inconditionné. Inconditionné, quel que soit son degré de civilisation d'ailleurs. C'est une utopie, c'est quelque chose qui paraît tout le temps inaccessible, mais en même temps, la fréquentation d'un certain type de forêt réinspire à cette possibilité dans l'humain. Et c'est en ce sens que je crois que les forêts les plus sauvages, les plus proches de la primitivité qui soit, elles sont indispensables à notre civilisation comme garantes de ne pas dériver dans des conditionnements psychologiques. Et là, oui, je peux parler de sacré. La forêt sacrée, c'est une forêt qui a une intimité, une profondeur, où l'écosystème est auteur de lui-même, et c'est une forêt rendue à l'anonymat de tous ces processus. La forêt primordiale, c'est la forêt qui inspire le plus profondément le poète, je crois. Elle va beaucoup plus l'inspirer que des exploitations forestières, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la forêt Białowieża et de ce que vous avez ressenti en allant à sa rencontre? La forêt de Białowieża, elle est considérée par les scientifiques naturalistes comme celle la plus proche du faciès de forêt primaire en Europe, en sachant que toutes les forêts européennes ont pu être modifiées par l'homme, des espèces ont pu disparaître, comme déjà le roc. Quand j'y suis allé, il n'y avait plus l'ours, mais il y avait le bison, et surtout une espèce européenne de bison qui vit spécifiquement en forêt. Donc pour moi, c'était une singularité énorme. J'y suis allé en 1992, c'est à peine après la chute du mur de Berlin. Donc j'y suis allé avec un zoologiste du Muséum d'histoire naturelle. Et j'avais auparavant entendu parler de ce bison tout à fait par hasard dans une librairie polonaise boulevard Saint-Germain à Paris. Il y avait un livre en polonais qui s'appelait Dżubr, j'espère que je prononce bien, donc bison en polonais. Ce livre était édité en 1978 et quand je suis arrivé en 1992, pas d'autres livres n'avaient été publiés sur la forêt de Białowieża. Ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que ça n'était pas uniquement un parc national, c'était déjà classé réserve de la biosphère. Donc c'est un label de l'UNESCO, la réserve de la biosphère. Ça a l'énorme avantage de proposer une protection assez graduelle entre des zones en protection intégrale et des zones où l'être humain l'impacte très modérément selon des procédés traditionnels. Je crois que c'est le concept de conservation que j'ai toujours un peu préféré, même si c'est un label et pas un statut juridique, parce qu'on est dans une protection graduée de la nature. Il faut savoir que les Polonais que je rencontrais étaient très fiers de ce label.
alors que le concept de réserve de la biosphère, absolument personne ne connaissait ça en France. Je n'en ai pas été étonné, mais c'est quand même une observation récurrente qu'on peut faire ici, c'est que il arrive qu'il y ait des initiatives pionnières sur le plan écologique en France qui passent inaperçues ici, complètement oubliées, et qui font graine à l'international ou qui sont reprises au niveau international. Et c'est beaucoup plus tard que ça revient chez nous et que ça prend de l'importance. Donc avec la réserve de la biosphère, j'ai vraiment l'impression que c'était typiquement le cas. Et il faut quand même savoir que le créateur de ce concept s'appelait Michel Baptiste, donc un Français complètement oublié. Comment la poésie vient-elle se marier avec les forêts ? Où est la poésie dans la forêt ? Eh bien, je dirais qu'on la trouve nettement plus dans des forêts sauvages inexploitées par l'homme, rendues à l'oubli pluriséculaire, et pas dans des forêts ordinairement exploitées. Les forêts ordinairement exploitées, on les appelle plutôt des champs d'arbres, hein. Ils ont tous le même âge, une seule essence, et ça se termine par une coupe rase. Je dirais que ces forêts-là, elles ont une esthétique, mais elles n'ont pas de poétique. L'esthétique, elle provient certainement du côté répétitif, très, très sériel dans l'alignement des troncs. Et la dimension poétique, elle provient du cycle, du déroulé intégral du cycle de l'arbre, de sa naissance à sa mort. Et ce qu'on observe, c'est que plus le cycle se développe dans une forêt, plus il y a une montée de l'ambiance et plus il y a une dimension poétique dans le paysage qui se développe. Hein. On est dans une dimension du paysage où l'âme des lieux rentre en relation avec l'âme des êtres humains, et il y a une dimension de réenracinement beaucoup plus puissante dans ces forêts-là, puisque on s'immerge dans du temps beaucoup plus grand que soi. De même, il y a une chose qu'on pourrait faire en termes d'analogie, c'est que eh bien la rime en poésie équivaut au cycle dans la forêt. Il y a comme ça une rythmique de reconduction qui existe, mais la dimension poétique des forêts est quand même fondamentalement liée aux ambiances, et ça transcende complètement le cycle en fait. En littérature, on dit souvent que la poésie, elle n'est pas dans les lignes, mais entre les lignes. Je dirais que dans une forêt, c'est pareil. Elle n'est pas dans la structure de la forêt, elle n'est pas dans les branches, mais entre les branches. Disons que ce qui m'attire, c'est l'espace vide entre les branches, comment il vibre, et ça, c'est le silence qui relie tous les êtres organiques qui se composent ensemble, qui est là. Et la poésie, on sait bien, elle n'est pas là pour décrire, elle est là pour évoquer, suggérer, donc elle passe toujours de manière interstitielle entre tout ce qui vit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire un de vos extraits poétiques ? Voilà, le Pic Noir m'invite à vous lire ce poème. Il est des senteurs de bois pourri qui émanent des grottes végétales. Il est des senteurs de mousse gorgées de pluie, comme des éponges de printemps. Et loin dans le bois s'élève le chant du Pic Noir. Chant suspendu quittant tout l'espace, comme la clé de voûte d'un silence intemporel. La forêt, d'un calme assoupi, semble frémir à cette complainte lointaine. Complainte qui touche la sève ténue des arbres séniles et chante l'éternel par-delà les cycles. Et la forêt roule entre le flux de l'exubérance et le reflux de la désolation. Comme envoûtée par ce chant, elle s'emplit d'une grâce qui unit tous les âges.
Ici, je vais vous faire un choix assez particulier de texte, qui n'est pas le texte le plus poétique dans ma sélection, mais un texte qui est plutôt un manifeste en conclusion d'expériences immersives en forêt. Ces expériences-là ont vraiment changé ma conscience, et je dirais que ce texte en est un peu la conclusion. Abandonner l'ambition de conquérir la nature et être intérieurement conquis par elle. Renoncer à l'idée d'habiter dans la nature et être intérieurement habité par elle. Se libérer du besoin trop pressant de jardiner la nature et être intérieurement jardiné par elle. Délaisser les voyages vers la nature et être intérieurement voyagé par elle. Oublier l'intention systématique à percer en toute énigme le mystère de la nature et être intérieurement percé par lui. Se défaire du projet de créer sur ou dans la nature, même avec des matériaux naturels, et être intérieurement créé dans l'éveil de nos sens, dans notre maturation, dans notre art de vivre. À l'instant même, nous vivons cette inversion d'attitude. L'opposition séculaire entre l'humain et la nature se dissout. Voilà, donc c'était le texte de retournement de conscience sur soi quand on retourne vers la nature. Et c'est ce mode comportemental qui en fait dissout notre coupure avec la nature, le vivant, la terre. Où peut-on se procurer vos ouvrages et quelles sont vos actualités? Aujourd'hui, si on veut suivre mes activités, eh bien, il y a toujours le livre édité en 2021, La forêt et l'avenir de l'homme, en sous-titre Une écopsychologie forestière pour repenser les liens de notre société avec le vivant. Ce livre a été édité au Courrier du Livre, donc toujours commandable en librairie. Le livre La forêt primordiale, dans sa première édition, Instant présent, est épuisé. Dans sa deuxième, chez Apogée, il existe encore, mais il faut le commander aux éditions Apogée sur Internet, parce que je pense qu'il n'est plus dans les circuits de distribution. Par ailleurs, si on me suit sur mon site www.natureprimordiale.org, on peut être au courant des conférences, des projections audiovisuelles, des expositions que je peux faire à droite ou à gauche, sans compter que j'écris régulièrement aussi des articles, soit dans la revue Naturalité que l'on trouve sur le site de Forêt Sauvage, donc qui est téléchargeable directement sur Internet, c'est gratuit. Je tiens régulièrement une rubrique d'écopsychologie aussi, dans la revue 3e millénaire qui est trimestrielle, mais elle, il faut aller sur Internet pour la commander. Donc dans 3e millénaire, c'est plutôt des articles de recherche que je publie sur l'écopsychologie. Nous vous remercions infiniment pour cette très belle interview, Bernard Boisson, et nous vous souhaitons un très beau chemin poétique au cœur des forêts sacrées. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment.